Toutes les 2 minutes, un jeune Népalais quitte son pays. Le temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau pour le thé, une autre famille est changée à jamais. Ce n'est pas un filet, c'est une inondation, un exode incessant de la jeunesse de la nation. Ils ne partent pas à l'aventure, mais pour survivre, pour envoyer de l'argent chez eux. C'est l'histoire cachée du Népal, qui se déroule loin des sentiers touristiques et des sommets de l'Himalaya. Un désespoir silencieux, des adieux forcés à l'aéroport de Katmandou, c'est une tragédie nationale au ralenti. La véritable histoire du Népal n'est pas seulement celle des montagnes, mais celle des espaces vides laissés dans ces communautés. La plus grande exportation du Népal est devenue son propre peuple, ses jeunes citoyens ambitieux. Des centaines de milliers de permis de travail sont délivrés chaque année, et beaucoup d'autres traversent la frontière indienne officieusement. Imaginez des villages peuplés seulement par les très vieux et les très jeunes. La génération censée construire et diriger est absente. Ils sont en Malaisie, au Qatar, à Dubaï, en Corée du Sud, construisant l'avenir de quelqu'un d'autre. Alors que le monde voit le Népal comme un havre spirituel, une autre réalité se dévoile. Pour des millions, partir n'est pas un choix, mais une contrainte. Le chemin à l'étranger est pavé de prêts à taux élevés, d'incertitudes et de la douleur de la séparation. C'est le drame silencieux derrière l'Himalaya, une crise qui ne peut plus être ignorée. Le monde admire les sommets du Népal, mais manque le coup de ces vallées qui se vident. La nation saigne sa ressource la plus précieuse, son peuple. C'est l'histoire qui demande à être racontée. Le Népal est connu comme le toit du monde, le berceau de Bouddha, une terre de géants enneigés et de drapeaux de prière vibrants. C'est l'image vendue aux touristes, et elle est réelle, mais seulement une partie de l'histoire. Derrière la façade à couper le souffle se cache un Népal d'extrême pauvreté. Beaucoup vivent avec seulement quelques dollars par jour. Les montagnes qui attirent les touristes isolent aussi les communautés. Les routes, l'électricité, les soins de santé et l'éducation sont difficiles à fournir. L'image romantique des champs en terrasse cache une réalité de travail éreintant et de maigres récoltes. L'économie est dangereusement dépendante des envois de fonds, l'argent envoyé par les migrants. Les envois de fonds représentent près d'un quart du PIB du Népal, parmi les taux les plus élevés au monde. Le budget national, la nourriture, l'éducation, tout dépend des fils et des filles travaillant à l'étranger. Le Népal ne fonctionne pas grâce à ses propres industries, mais grâce au sacrifice de son peuple. Cette dépendance crée un système fragile, vulnérable aux chocs mondiaux. Une dispute diplomatique ou une récession à l'étranger peut plonger des millions de personnes dans la crise du jour au lendemain. L'image sereine du Népal est construite sur la précarité. Le pays retient son souffle, espérant que l'argent continuera d'affluer. Le contraste entre la carte postale et la réalité est la caractéristique déterminante de la lutte du Népal. Le monde voit la beauté, mais manque la fragilité sous-jacente. La survie du Népal dépend du sacrifice, pas seulement du paysage. Pendant des siècles, le Népal fut un royaume hindou isolé, gouverné par une monarchie divine. Le pouvoir était concentré à Katmandou, tandis que la majeure partie du pays restait dans la pauvreté. Cette autocratie a étouffé le développement politique et économique. La fin de la monarchie commença par un massacre choquant en 2001, lorsque le prince héritier Dipendra tua sa famille et se suicida. La tragédie brisa le mythe du règne divin et accéléra les appels au changement. La tentative du roi Gyanendra de réaffirmer son pouvoir alimenta une guerre civile brutale avec les rebelles maoïstes. La guerre fit plus de 17 000 morts et dévasta la nation. En 2006, des manifestations forcèrent le roi à abdiquer. En 2008, la monarchie fut abolie. La démocratie apporta l'espoir, mais aussi l'instabilité, la corruption et la déception. La promesse d'un nouveau Népal reste non tenue, laissant des millions de personnes désillusionnées. En dehors des principales villes du Népal, la vie quotidienne est une lutte contre la géographie et la négligence. De nombreux villages ne sont reliés que par des chemins boueux, coupés pendant les moussons. La maladie peut être fatale si vous ne pouvez pas atteindre un hôpital. Acheminer des marchandises au marché est un pari. L'eau potable est rare. Femmes et enfants passent des heures à en chercher. L'électricité est peu fiable ou inexistante, coupant les opportunités d'affaires et d'études. Ce ne sont pas des inconvénients mineurs, ce sont des obstacles au progrès.
L'agriculture est principalement de subsistance, avec peu de récompenses et de petites parcelles. Les usines et les emplois stables sont rares. Le tourisme est saisonnier et limité. Pour les jeunes, les perspectives à la maison sont sombres. La migration est un acte de désespoir calculé, pas un manque de patriotisme. L'amour du pays ne peut pas payer l'éducation ou les factures médicales. Alors, ils partent, disant adieu à tout ce qu'ils connaissent. Les montagnes et les vallées sont laissées derrière, non par choix, mais par nécessité. La jeunesse est chassée par le manque d'opportunités. C'est la caractéristique déterminante de leur génération. La décision de partir est un sacrifice, pas une trahison. L'avenir du Népal s'en va, un billet d'avion à la fois. La migration de la jeunesse népalaise creuse un trou dans le cœur de la nation. Les villages sont silencieux, les maisons verrouillées, les champs non entretenus. Le tissu social se délite. Ce sont des musées vivants d'une génération perdue. Les familles laissées derrière vivent par des appels téléphoniques et des chats vidéo. Les parents vieillissent sans leurs enfants. Les épouses deviennent des mères célibataires de fait. Les enfants grandissent avec un parent qui n'est qu'une voix au téléphone. Le vide émotionnel ne peut être comblé par les envois de fonds. Les travailleurs migrants endurent des conditions difficiles. La solitude est une immense responsabilité. De retour à la maison, les familles attendent des appels, de l'argent, parfois un cercueil. Le prix de la survie est la séparation. Pour d'innombrables familles népalaises, c'est un prix payé chaque jour. Les envois de fonds ont transformé le Népal rural. Nouvelles maisons, meilleure nourriture, éducation. Mais cette bouée de sauvetage a un coût caché, la dépendance. La plupart des fonds envoyés sont dépensés en consommation, non en investissement. Ils alimentent les bulles immobilières, mais ne créent pas d'emplois durables. Le système décourage l'entrepreneuriat et l'industrie locale. Les travailleurs migrants sont confrontés à l'exploitation, aux abus et même à la mort à l'étranger. Des centaines meurent chaque année. Pour leur famille, l'argent s'arrête, le chagrin commence. Le Népal est pris dans un cycle. Les envois de fonds apportent un soulagement, mais freinent le développement réel. La nation attend le retour de ses enfants, mais ne construit pas un foyer où il fait bon revenir. Le Népal est coincé entre l'Inde et la Chine, un igname entre deux rochers. L'Inde est le principal partenaire du Népal, contrôlant le commerce et les biens essentiels. Quand elle est mécontente, l'Inde a utilisé des blocus pour exercer des pressions, provoquant des crises. La Chine offre maintenant des investissements et des infrastructures, tentant le Népal avec des alternatives. Mais cette rivalité transforme le Népal en un pion, pas un bénéficiaire. Les projets stagnent dans les querelles politiques. Les risques d'endettement augmentent. Aucun des deux voisins ne veut d'un Népal fort et indépendant, juste un tampon complaisant. Le destin du Népal est façonné par des géants, mais son peuple en subit les conséquences. La crise du Népal est silencieuse. Pas de gros titres, pas d'indignation. Le monde oublie, ne voyant qu'un décor pittoresque pour le tourisme d'aventure. L'aide va et vient, mais les problèmes fondamentaux persistent. Les rapports sur l'exploitation des migrants prennent la poussière. Les envois de fonds masquent la crise. Le danger n'est pas l'effondrement, mais une érosion lente et l'oubli. La fuite des cerveaux n'est pas seulement de la main-d'œuvre, mais des leaders et des innovateurs perdus. Pourtant, le peuple népalais est résilient, survivant aux tremblements de terre, aux guerres et aux difficultés. Une nouvelle génération émerge, exigeant des changements et créant des solutions locales. Le risque est que leurs efforts y soient trop faibles, trop tard. L'avenir du Népal dépend de la capacité de cette nouvelle énergie à inverser la tendance. Le Népal est à la croisée des chemins. Un chemin mène au déclin, au village vide et à la dépendance. L'autre exige une volonté politique, des investissements dans les infrastructures et de véritables réformes. L'avenir doit être construit de l'intérieur, par les Népalais, pour les Népalais. Cela signifie transformer la fuite des cerveaux en circulation des cerveaux, en accueillant les compétences et les idées chez soi. La question n'est pas de savoir si le Népal peut être sauvé, mais si son peuple choisira de le sauver. Le drame silencieux derrière l'Himalaya trouvera-t-il sa voie? Le soleil se lève sur les sommets du Népal chaque jour. Que révélera demain? Les chapitres les plus importants de l'histoire du Népal restent à écrire.